Bienvenue sur la chaîne Philonour. Aujourd'hui, on se plonge dans un texte assez fascinant, une analyse de Bediüzzaman Said Nursi qui date des années 1920. Et la prémisse est, pour le moins surprenante. Il nous propose de voir les plantes comme supérieures aux animaux. Oui, c'est une idée qui va vraiment à contre-courant de notre intuition. Et c'est tout l'intérêt. Le but, ce n'est pas de faire un cours de biologie, mais de décortiquer cette idée pour voir ce qu'elle nous apprend sur nous, sur la condition humaine. Alors allons-y. Le premier point de comparaison, c'est l'art. Il affirme que l'art divin, disons la manifestation artistique, est plus évidente chez les plantes. Ça, c'est déjà un peu déstabilisant. Absolument. On pense tout de suite à la majesté d'un aigle, aux couleurs d'un poisson tropical. Exactement. Pas à une carotte. Et pourtant, son argument est subtil. Il nous dit de comparer la chair des animaux. Bon, que ce soit du bœuf ou du poulet, ça reste dans une gamme assez similaire finalement. D'accord. Maintenant, prenez les fruits. Entre une grenade, une orange, une banane, la diversité des saveurs, des textures, des parfums, elle est quasiment infinie. Ah oui, vu comme ça? Pour lui, cette palette immense, c'est la signature d'un art beaucoup plus sophistiqué, plus détaillé. C'est un angle intéressant. Et au-delà de l'art, il y a aussi une question d'échelle, d'abondance. C'est le deuxième point, c'est ça? Oui, le deuxième point, c'est la bénédiction, ou ce qu'on pourrait appeler la prodigalité. Un animal va avoir une portée de, 1, 2, 7 petits. C'est ça, dans ces eaux-là. Un seul arbre peut donner des milliers de fruits, des milliers de graines, en une seule saison. C'est une multiplication exponentielle. Une générosité qui n'a rien à voir, en effet. Tout à fait. Et il y voit un signe d'importance. D'ailleurs, il fait une petite exception pour les poissons, qu'il rapproche un peu des plantes sur ce point, à cause de leur nombre et de ce qu'il appelle leurs sentiments animaux plus faibles. D'accord. Donc on a l'art et puis l'abondance. Mais le troisième point, pour moi, c'est le plus paradoxal. C'est celui de la subsistance. L'idée que l'immobilité serait une force. Oui, alors que tout nous pousse à croire l'inverse. Il faut se battre, chasser, être proactif pour réussir. Exactement. Et lui, il renverse complètement la perspective. Pour Nursi, cette course des animaux pour se nourrir, c'est un signe de faiblesse. La plante, elle reste là, immobile, dans une confiance totale. Et sa nourriture vient à elle. Voilà. L'eau, le soleil, les nutriments, l'univers la sert. Cette immobilité, ce n'est pas de la paresse, c'est une marque de respect, de valeur. Les choses sont attirées par elle. C'est une vision très poétique et très forte. Ce qui nous amène à la question clé. Pourquoi cette différence? Qu'est-ce que l'animal, et donc l'être humain, a de plus qui, finalement, le dessert? C'est le cœur de la leçon. Il identifie 3 causes. La première, c'est l'ego, le moi. L'ego? Oui, le sentiment d'être l'auteur de ses propres œuvres. La plante, elle, est un canal pur. Elle ne dit pas « regardez la belle fleur que j'ai faite ». L'animal, avec son instinct, son moi, fait de l'ombre au véritable artiste. Et donc le résultat est moins parfait. D'accord. L'ego comme un filtre qui réduit la perfection. Et les deux autres causes? La deuxième, c'est l'avidité. Cette impatience, cette précipitation. Le fait de vouloir tout de suite. C'est ça. Et le texte suggère que cette avidité est la cause même de l'échec. En se jetant sur sa proie, l'animal la fait fuir. La plante, dans sa patience, reçoit tout. Et la troisième? C'est la volonté propre, le choix individuel. En voulant imposer son plan, l'humain entre en conflit avec des lois plus grandes, et ça crée des obstacles. Donc, si je résume, l'excellence de la plante vient de son absence d'ego, d'avidité et de volonté propre, qui s'opposent à l'ordre des choses. C'est tout à fait ça. La solution pour nous serait donc de maîtriser ces 3 aspects. Pas de devenir passif, mais d'agir différemment. Exactement. Agir sans laisser l'ego prendre tout le crédit, poursuivre un but avec confiance, pas avec avidité, et aligner sa volonté sur des principes plus universels. C'est ce qu'il nomme la soumission, mais pas au sens de faiblesse, plutôt comme la clé de la paix et même du succès. En somme, la leçon est radicale. La vraie réussite ne viendrait pas de l'effort acharné et de l'affirmation de soi à tout prix. Mais plutôt d'une forme de lâcher-prise intelligent. D'un alignement. C'est une vision du succès qui est complètement à contre-courant aujourd'hui. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière question pour réfléchir. Si la perfection dans la nature est atteinte par une sorte d'absence d'interférence de l'ego, de l'avidité, à quoi ressemblerait une version moderne de cette soumission? Non pas comme un acte de défaite,
mais au contraire peut-être comme la plus haute et la plus fine des intelligences stratégiques.